Bienvenue sur Radio Charonne, votre rendez-vous radiophonique pour explorer la vie et les enjeux du 20e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, nous revenons sur une marche exploratoire réalisée par les étudiants carrière sociale de l'UIT Paris-Rive-de-Seine, dans le quartier Charonne-Réunion, un lieu où passé et présent se croisent, où la vie du quartier bat au rythme de ses habitants, et où se posent des questions cruciales sur l'évolution urbaine et sociale. Pendant cette promenade, nous avons pris le temps de parcourir ces rues, d'observer ces transformations et de dialoguer avec celles et ceux qui y vivent ou y travaillent. Qu'est-ce que la marche exploratoire? La marche exploratoire, c'est lorsqu'on travaille pour recueillir des informations et pour répondre à des problèmes locaux. Cette marche peut aussi se comparer à une forme de photo instantanée qui expose une vision des acteurs présents sur le territoire. Elle regroupe diagnostic de territoire et problématiques. Dans cet épisode, nous allons vous raconter cette marche étape par étape en partageant nos observations et les témoignages recueillis. Ce sera l'occasion de soulever 3 grandes thématiques. La gentrification, un processus qui redessine les contours sociaux et économiques de Charonne-Réunion. Les stéréotypes, ces idées préconçues qui affectent la manière dont nous percevons un lieu et ses habitants. Et enfin, la notion de village familial. Cet esprit unique qui persiste malgré les transformations urbaines avec ses liens de voisinage et son caractère authentique. À travers ce récit, nous espérons vous offrir une immersion dans le quotidien de ce quartier en mutation, tout en donnant la parole à celles et ceux qui en font sa richesse. Alors, installez-vous confortablement et laissez-nous vous guider dans cette traversée sonore de Charonne-Réunion. Bonne écoute. Afin de mieux comprendre la complexité de ces 3 thèmes, 3 équipes ont été formées, chacune explorant un aspect particulier. La gentrification par Kirtana, Ludivine et Marwan, les stéréotypes et préjugés par Marthe et Angèle, et la notion de village familial par Asma et Alicia. Nous commencerons par les stéréotypes et préjugés, puis nous passerons à la notion du village, du quartier, et pour finir, on parlera de la gentrification. Donc nous allons commencer par les stéréotypes et préjugés. Bonjour Angèle, bonjour Marthe. Bonjour. Moi c'est Angèle et avec ma camarade Marthe, on va vous parler des stéréotypes et des préjugés de ce quartier. On va essayer de déconstruire les idées reçues en explorant la réalité du terrain grâce à la marche exploratoire que nous avons menée. Il y a beaucoup de discussions sur ces quartiers car c'est un quartier populaire et du coup découle beaucoup de stéréotypes et de préjugés vis-à-vis de ce quartier. On va commencer à vous parler déjà à vous définir les termes le stéréotype et le préjugé. Pour commencer à définir les 2 notions, stéréotype et préjugé. Un stéréotype, c'est une idée préconçue et souvent simplifiée sur un groupe de personnes, un lieu ou une situation. Par exemple, vous avez sûrement entendu dire que les Parisiens sont toujours pressés. C'est un cliché, n'est-ce pas ? À partir de ces stéréotypes, on forme parfois des préjugés, des jugements négatifs ou positifs, mais souvent infondés. Ces préjugés peuvent influencer nos comportements. Prenons un exemple. Les jeunes des quartiers populaires sont forcément dangereux. Ce type de préjugés repose sur des généralisations injustes et qui peuvent conduire aussi à des discriminations. On trouvait ça intéressant de commencer par notre expérience à nous quand on a commencé à faire la marche exploratoire sur les préjugés que nous avons pu avoir. Moi quand j'ai commencé à marcher dans le quartier, j'ai tout de suite vu une différence de bâtiments entre des bâtiments assez parisiens et puis des bâtiments très délabrés, insalubres, avec des tags. Tout de suite je me suis dit que peut-être ça pouvait être un quartier où il y avait de la délinquance, où il y avait du danger. Voilà. Maintenant, on va vous parler des idées reçues qu'il y a sur le 20e. Il y en a plusieurs. La première, c'est que c'est un quartier qui est pauvre et insalubre. Certaines images du 20e le disent comme un endroit en déclin, marqué par la précarité. Pourtant, la réalité est plutôt nuancée, car en effet, il y a certes des bâtiments insalubres, mais comme je l'ai dit précédemment, il y a aussi beaucoup de bâtiments qui ressemblent à des bâtiments parisiens. Ce quartier connaît une transformation majeure avec des investissements et une population diversifiée. On dit aussi de lui que c'est un quartier qui est dangereux. On associe le 20e arrondissement à une insécurité qui est persistante. Mais c'est une vision qui est totalement exagérée, car comme tout grand quartier urbain, il peut avoir des problèmes, mais la situation diffère et n'est pas aussi exagérée que certains quartiers populaires de Paris. Comme on en parlera prochainement,
plus tard dans ce podcast, mais le 20e n'est pas du tout un quartier dit comme dangereux. Aussi, on peut dire qu'il y a ce qui est dit, c'est qu'il y a un manque d'homogénéité sociale. Donc c'est encore une autre idée reçue, la coexistence entre les bobos et les classes populaires, qui serait une source de tension. Pourtant, la diversité sociale du XXe est souvent une force et non une faiblesse. Également, un arrondissement qui serait moins parisien. Donc certaines personnes considèrent que ce quartier périphérique comme moins typique, mais en réalité, le XXe regorge de richesses culturelles et historiques qui font pleinement partie de l'identité parisienne. Donc, par exemple, aussi, quand on fait des recherches directement sur Internet du 20e arrondissement, il est dit de ce dernier qui serait considéré comme dangereux parce que c'est des choses que les gens peuvent beaucoup penser sur ce quartier. Donc on va vous faire part de certaines interviews que nous avons pu avoir avec les commerçants et les habitants de ce quartier qui nous ont du coup fait avoir une autre approche de ce quartier. Donc moi j'ai pu parler avec une dame qui habitait dans le 5e arrondissement et qui est venue habiter dans le 20e et qui avait des a priori sur le fait que c'était un quartier dangereux. Et en fait, elle se sent beaucoup plus en sécurité dans ce quartier que dans le 5e. Elle préfère l'ambiance, les gens sont plus agréables, il y a une meilleure vie. Et j'ai pu aussi parler avec un pharmacien qui m'a fait part que ça fait 11 ans qu'il travaille ici en tant que pharmacien et il nous a dit qu'il n'y avait jamais eu de problème comme par exemple du vol. Il n'y avait jamais eu de problème, que c'était un quartier très familial et très solidaire. Et moi, pour ma part, j'ai pu parler avec une dame qui habite ici depuis près de 30 ans. Donc, elle a pu voir pleinement l'évolution de ce quartier au fil des années. Pour son approche du quartier, elle disait qu'au départ, c'était plutôt un quartier qui se voulait assez dangereux, où elle avait peur parfois d'y marcher seule la nuit. Mais par contre, maintenant, elle se sentait pleinement rassurée en étant toute seule en plein milieu de la nuit. Et même pour ses enfants, elle trouvait qu'il n'y avait aucun problème. Donc du coup maintenant on va vous parler de quelques chiffres par rapport à la délinquance dans le 20e arrondissement. Donc saviez-vous que selon les chiffres récents publiés par Le Parisien, le 20e arrondissement est en tête des arrondissements les mieux notés en matière de délinquance, donc devant par exemple le 14e et le 15e arrondissement. Et par contre c'est à l'inverse des arrondissements comme par exemple le 2e ou le 3e, qui sont beaucoup plus touchés par la délinquance. Donc on peut expliquer cela parce que c'est des quartiers festifs et avec une forte vie nocturne, donc qu'ils enregistrent plus de nuisances. Et dans les quartiers favorisés, les cambriolages sont beaucoup plus fréquents. Il y a eu quelques initiatives locales qui ont été prises et qui ont permis du coup à rendre ce quartier plus rassurant et du coup être en première place dans ce classement. Donc le maire du 20e souligne qu'il y a eu des efforts qui ont été menés et qui ont permis qui ont porté leurs fruits. Donc la priorité a été donnée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Par exemple, le commissariat du 20e est le premier à avoir mis en place une chambre de mise à l'abri pour accueillir les femmes en détresse. Il y a aussi des médiateurs qui sont présents pour sensibiliser la population et lutter contre le harcèlement de rue. Donc ce sont des initiatives concrètes qui participent à l'amélioration du cadre de vie. C'est fini. Nous, on a parlé de notre thématique. J'espère que ça vous aura plu. Merci pour cette intervention sur les stéréotypes et les préjugés. Maintenant, nous allons pouvoir passer à cette notion de village. Donc bonjour Asma et bonjour Alicia. Bonjour. Pouvez-vous nous dire d'où vient cette notion de village, s'il vous plaît ? Alors oui, tout à fait. Moi, je vais vous parler du coup d'un point de vue un peu historique du quartier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que originairement, ce qui est aujourd'hui le 20e arrondissement de Paris, c'était un ensemble de gros bourgs, donc de zones rurales où se tiennent notamment les marchés, d'un village et un hameau, donc un petit lotissement qui est un peu plus petit qu'un village.
Et du coup, le 20e arrondissement, il n'a pas toujours fait partie de Paris. En effet, c'est seulement sous le Second Empire qu'avec une annexion à Paris, il y a eu une annexion à Paris d'une partie de l'ancienne commune de Belleville, d'une petite partie de la commune de Saint-Mandé et de la quasi-intégralité de l'ancienne commune de Charogne. Donc en 1959, toute cette zone s'est annexée à Paris et arrive la création du 20e arrondissement. C'est également le cas de plusieurs autres coins de Paris, comme par exemple le 14e arrondissement ou le 16e. Donc il faut savoir, si on remonte encore plus loin, qu'au Moyen-Âge, toute cette zone elle avait une vocation qui était plutôt agricole, d'où cet esprit un peu de village. Et on peut notamment retrouver cette cassure entre le 20e arrondissement et d'autres zones de Paris quand on regarde l'architecture des immeubles. En effet, l'architecture haussmannienne que l'on retrouve dans plus d'autres coins de Paris est beaucoup moins présent ici, ce qui montre la cassure et l'origine non parisienne du 20e arrondissement. Comme fait intéressant, on peut aussi signaler que dans cette zone, c'est ici qu'on a pu retrouver la première école publique avant les lois Ferry, donc en 1871. Cette zone a également fourni énormément d'ouvriers pour la reconstruction de Paris, notamment des métros par exemple. C'est donc une forte terre ouvrière. Donc l'esprit de village qui date, comme on vient de le voir, de l'origine du 20e arrondissement, il a tout de même perduré aujourd'hui. On le retrouve notamment dans le quartier de la Réunion, qui a d'ailleurs été classé par les 10 meilleurs quartiers d'Europe par The Guardian, qui le définit comme chaleureux et bohème, comme une zone multiculturelle de familles, actives, d'artistes et de musiciens. A noter aussi que le magazine Time Out, magazine en ligne, a classé 20e la rue Belleville parmi les 30 rues dites les plus cool du monde. L'essence même de cet esprit de village se trouve d'autant plus à la place de la Réunion, qui est emplie de convivialité et de vie. Alors pour ma part, je vais vous parler de la notion de famille dans le 20e arrondissement. Donc le 20e, c'est un lieu de mixité et de multiculture où différentes communautés cohabitent harmonieusement. J'ai interviewé plusieurs habitants du 20e. Et ce qui est ressorti de nos discussions, c'est qu'ils perçoivent leur arrondissement comme un véritable cocon et un quartier convivial. On y retrouve encore cette notion de village et de convivialité rare dans une métropole comme Paris. Les gens se saluent, échangent dans les commerces de proximité et des liens forts se créent entre les générations et les communautés. Un des lieux qui illustre parfaitement cette ambiance, c'est la place de la Réunion. Cette place est plus qu'un simple espace public, c'est un véritable cœur de vie pour le quartier. Ça favorise les échanges intergénérationnels et ça fédère le quartier. Ceux que j'ai interrogés qui m'ont parlé du marché local, qui est très animé et les commerçants connaissent souvent leurs clients. Donc c'est un quartier où tout le monde se connaît. C'est un endroit où on ne vient pas juste pour acheter des produits, mais c'est aussi pour discuter, échanger des nouvelles et même se rencontrer. La place de Réunion, par exemple, elle accueille aussi beaucoup de public et il y a notamment beaucoup d'activités qui sont dans cette place. Par exemple, comme des animations de rue pour tout type de public. Donc ces moments partagés, ça crée une dynamique où chacun a sa place et cela renforce le sentiment de proximité. Ce qui m'a le plus marqué dans mes échanges, c'est la solidarité qui règne dans le 20e. Les habitants ont parlé de nombreuses initiatives locales pour venir en aide aux personnes en difficulté, comme par exemple des associations qui soutiennent les familles, etc. Il y a aussi cette notion de mixité sociale qui est caractéristique du 20e arrondissement. C'est un arrondissement où on retrouve à la fois des classes populaires, mais aussi des jeunes familles, des étudiants. Ça crée une dynamique sociale très particulière. On apporte chacun sa pierre à l'édifice. Ce qui rend aussi spécial le 20e, c'est la multiculture, donc cette mixité, et ça conserve l'esprit du village.
les habitants s'entraident, se connaissent et il y a souvent la frontière culturelle qui s'estompe pour chacun puisse vivre ensemble. Il y a aussi les cafés, les marchés, les parcs qui sont des lieux de vie et de mixité. C'est des espaces de rencontre et il y a ce lien aussi familial et social qui se crée. Et le 20e, c'est un arrondissement unique dû à sa modernité et ses traditions. On retrouve des rues animées, des cultures diverses. Et aussi, il y a une chaleur humaine qui se crée. Et les habitants du 20e ont souvent dit qu'ils se sentent à la fois chez eux et connectés à leur quartier, comme s'ils faisaient partie d'une grande famille. Merci de nous avoir parlé de cette notion de village dans le quartier Charonne-Réunion et aussi dans le 20e arrondissement. Donc pour finir, nous allons parler de la gentrification. Donc bonjour Marwan, bonjour Ludivine et bonjour Kirtana. Bonjour Kylian. Donc alors nous on va vous parler du coup de la gentrification. Donc c'est un phénomène qui a touché tous les arrondissements de Paris, donc les uns après les autres et progressivement de l'ouest en est. Je ne sais pas si vous le savez déjà, mais l'embourgeoisement de Paris s'est fait progressivement et de manière précise et logique. Là, en fait, tout simplement, à Paris, il y avait des usines à l'époque et le vent soufflait d'ouest en est. Donc les populations aisées restaient à l'ouest pour ne pas être dérangées par ces fumées et les populations ouvrières et du coup populaires restaient du coup dans l'est de Paris. Donc c'est pour ça qu'on va avoir du coup des populations plus aisées à l'ouest et des populations moins aisées à l'est. Donc ça, du coup, c'est un petit point juste pour vous mettre un contexte sociologique et humain du 20e arrondissement. Et ce qu'on peut voir, du coup, qui est intéressant, c'est que ce phénomène de gentrification finit par arriver dans le 20e arrondissement et a, malgré tout, de nombreux aspects, de nombreux impacts négatifs. Donc on va avoir notamment la transformation, du coup, de l'habitat, de l'habitation. Donc ça va être Ludivine qui va vous en parler avec l'aspect immobilier. On va avoir aussi du coup des changements au niveau du commerce de proximité. Donc je vais laisser Kirtana vous expliquer cette partie-là. Et moi plus tard je parlerai du coup de la population, des changements de la population et de la notion d'appropriation de l'espace ainsi que de la dépossession des habitants. Donc du coup, concernant l'immobilier, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le 20e arrondissement, ce quartier reflète énormément des effets marquants de la gentrification. Donc autrefois, c'était considéré comme assez abordable. Cet arrondissement a vu ses prix énormément grimper depuis les années 2000. Et aujourd'hui, le prix moyen d'un appartement avoisine à peu près les 8 260 € par mètre carré pour les anciens appartements, avec des variations bien évidemment selon les quartiers. Donc par exemple, Belleville et Père-Lachaise sont particulièrement prisés pour leur charme et leur ambiance dynamique. Donc la gentrification s'est également traduite par des changements sociaux, comme nous l'avons déjà remarqué. On voit arriver une population plus aisée, séduite par une qualité de vie de type village, comme vous l'a présenté Alicia, comme dans le quartier Jourdain. Cette transformation a cependant eu un coût. De nombreux habitants d'origine ont été progressivement exclus, car ils ne peuvent plus suivre la hausse des loyers et des prix de l'immobilier. Donc il y a aussi le niveau au côté location. Donc malgré l'encadrement des loyers limitant les abus, les prix restent anormalement élevés, autour de 30 € par mètre carré, compliquant l'accès au logement pour les jeunes et les étudiants. Donc quelques bons plans subsistent, notamment des logements anciens alloués à des tarifs compétitifs, mais il en reste pas moins rare. En parallèle, l'offre locative s'étoffe légèrement grâce au départ vers la province, favorisée par le télétravail. Donc malgré une stagnation des prix depuis la crise du Covid et la hausse des taux d'intérêt, le marché reste tendu, notamment pour les petites surfaces très demandées. Donc à terme, la rentabilité des investissements locatifs pourrait être freinée par le plafonnement des loyers et la forte compétitivité du marché. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que l'immobilier du 20e reflète l'équilibre fragile entre revitalisation et exclusion sociale. Le 20e reste attractif, mais bien évidemment cher, avec des opportunités limitées pour les investisseurs et les acquéreurs à budget modéré. Maintenant, je vais laisser place à Kirtana. La gentrification a un impact direct sur le commerce local et cela se voit très clairement dans les quartiers qui se transforment. Alors, comment le commerce change-t-il lorsqu'un quartier se gentrifie ? Quand un quartier commence à attirer une population plus jeune,
plus éduqués et souvent plus aisés, les commerces traditionnels commencent à céder la place à des établissements plus hauts de gamme. Les petites épiceries de quartier, les boucheries ou les restaurants populaires sont souvent remplacés par des cafés branchés, des restaurants bio, des concept stores ou des galeries d'art. Ces commerces visent une clientèle qui cherche à consommer différemment, plus éthique, plus locale, mais aussi plus exclusive. Cette transformation profite à certains commerçants, mais elle crée aussi des tensions. Les anciens commerces sont souvent tenus par des habitants locaux, sont confrontés à une hausse des loyers qui rend leur maintien difficile, et les petits commerces qui servaient les populations locales ferment ou sont contraints de déménager vers des quartiers moins chers. Et puis, il y a le réaménagement urbain qui accompagne souvent la gentrification. Les espaces publics sont réservés, des pistes cyclables apparaissent, des parcs sont créés. Tout ça rend le quartier plus attractif. Mais en parallèle, l'immobilier prend de la valeur et cela se ressent sur les prix des loyers. Et le résultat que ça donne, les commerces populaires qui ne peuvent pas suivre l'augmentation des prix sont évincés, remplacés par des commerces plus adaptés à une clientèle plus riche. Au final, la gentrification modifie profondément le visage commercial d'un quartier. Les commerces traditionnels cèdent la place à des enseignes plus standardisées et souvent plus chères, excluant une partie des anciens habitants. Ce phénomène crée une uniformisation qui gomme la diversité qui faisait souvent la richesse de ces quartiers. Voilà comment la gentrification transforme les commerces d'un quartier, un changement parfois bénéfique pour certains, mais souvent au détriment de ceux qui étaient là avant. Je vais vous passer à Marwan. Donc moi, du coup, je vais vous parler du changement de population qu'on peut observer à cause du phénomène de gentrification. Donc justement, ce qui va être intéressant, c'est comme nous l'a évoqué Angèle et Marthe, comme nous l'ont évoqué Angèle et Marthe précédemment, et précédemment également mes camarades Ludivine et Kirtana. Donc ça va être le phénomène de boboisation. Donc c'est une nouvelle catégorie de population qui n'est pas tout à fait récente. Ce terme bobo du coup vient de bourgeois bohème. Donc ça vient à l'origine des États-Unis et c'est un terme qui du coup définit une population jeune, aisée, très cultivée, avec des fondements anti-système, mais du coup souvent en opposition avec son statut social qui est quand même assez aisé. Donc c'est des contradictions qu'on va retrouver dans la façon de vivre, dans la façon de se comporter et de consommer la vie de tous les jours au sein d'un quartier. Et notamment, on va le voir à travers les types de population et les raisons de ces déplacements de population. Donc comme nous l'a dit Ludivine, les populations moins aisées, les populations les plus populaires qui vivent dans le quartier depuis un certain temps vont malheureusement être contraints petit à petit de s'en aller des plus populaires aux moins populaires à cause de la hausse des prix globaux, que ce soit au niveau des commerces, comme l'a dit Kirtana du coup, ou alors tout simplement à cause de l'immobilier qui est hors de prix, qui est tout simplement trop cher pour eux. Et du coup, on va voir venir s'installer cette population-là qui va petit à petit transformer ce quartier. Donc ici, on parle du 20e, un quartier qui est très vivant, un quartier qui a du coup une similitude avec certains villages. Donc comme nous l'a dit du coup Alicia, c'est un changement qui malheureusement ne pourra pas conserver cet ADN de village. On l'a vu à travers les autres quartiers de Paris. C'est quelque chose qui ne sera pas possible de conserver, tout simplement parce que cette population-là n'a pas pour objectif de faire vivre un quartier. Ce n'est pas son mode de vie. On a notamment, par exemple, les étudiants qui sont des personnes qui vivent à un endroit mais qui passent peu de temps dans ce même endroit en général. Donc ça, c'est une problématique qu'on va beaucoup retrouver dans la vie de quartier. On a aussi du coup des populations plus bourgeoises, moins dans la catégorie de bobos et plus dans une catégorie aisée, traditionnellement franco-chrétienne de France. Et donc ces populations-là vont avoir des passe-temps, des hobbies qui font moins vivre les rues d'un quartier, qui nécessitent des infrastructures précises, des lieux précis et qui ne permettent pas forcément l'inclusion et la bonne entente de tout le monde, et qui vont encore creuser les inégalités et donc qui vont mener forcément à des conflits dus à cette inégalité. Donc sur ce, je vais relaisser la parole à Kylian qui va nous pouvoir poser 2-3 questions à nos futurs intervenants. Merci de votre intervention sur la gentrification. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un sociologue qui va pouvoir nous parler plus en profondeur de la gentrification. Bonjour Yaya. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de l'évolution historique de la gentrification ? Alors, je vais peut-être essayer de rester sur un peu la réalité du 20e arrondissement,
puisque vous avez fait en cours les questions des territoires, les diversités territoriales. Donc les histoires sont différentes d'un territoire à un autre. Et donc il est souvent compliqué de généraliser. C'est souvent un raccourci, mais en réalité, il ne donne pas des informations assez pertinentes lorsqu'il s'agit de s'arrêter plutôt sur un territoire. Donc merci pour les éléments qui ont été présentés, qui sont très, très intéressants. Alors, effectivement, c'est ce que vous disiez, le processus, la gentrification est un processus par lequel une population dans un quartier populaire va être progressivement, au fil des années, remplacée par une classe plus aisée. Alors, je peux donner un exemple sur le 20e arrondissement, notamment sur le quartier Réunion-Père-Lachaise. Le mouvement s'est amorcé il y a à peu près une trentaine d'années, progressivement. Il a été amorcé il y a une trentaine d'années avec du fait des rénovations urbaines. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une pression fiscale sur Paris. Et donc, le terrain est très cher et de plus en plus cher. Et donc, vous avez les populations qui étaient bourgeoises, mais pas au point d'être aristocrates, venir sur un peu la périphérie parisienne, et donc c'est le cas du 20e arrondissement notamment. Et donc cela a donc permis progressivement l'installation de publics, d'habitants un peu plus aisés. Ici, il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup d'hôtels insalubres, et lorsque ces hôtels finissaient par être détruits, et donc on voyait sortir de terre des immeubles. Alors, dimension importante sur le 20e arrondissement, vous avez toute une dimension plutôt écologique, et donc des constructions tenant compte des questions environnementales, etc. Donc cela, forcément, intéresse un certain type de public, classe moyenne plutôt portée sur ces questions-là, et ce public-là donc va venir progressivement grignoter, s'installer progressivement dans cet arrondissement, et plus particulièrement dans ce quartier, parce qu'en fait les quartiers sont également très hétérogènes sur le 20e arrondissement. Il y a 7 quartiers et ils ne sont pas tous similaires. Il faut dire aussi que sur le quartier, il y a une vitalité associative, et cette vitalité associative est une vitrine souvent pour les municipalités, pour les communes, pour les collectivités locales, est une vitrine qui permet de montrer qu'il y a une véritable dynamique associative, et derrière la dynamique associative, de quoi parle-t-on ? On parle de cohésion sociale, du vivre ensemble, du lien social, etc. Et cette dimension-là l'est aussi, donc elle permet donc de donner envie à un autre type de public, donc des habitants plutôt classe moyenne, de pouvoir s'y installer, pouvant pratiquer un certain nombre d'activités et pouvant aussi apporter leur contribution en termes d'engagement, etc. Voilà, je voulais donc attirer votre attention sur les thématiques que vous avez abordées qui sont très intéressantes. On a la thématique de la gentrification, vous aviez la thématique du village, comment faire vivre un village, etc. Et puis il y avait la thématique de stéréotypes. La question de fond, je pense, puisque vous, demain, vous serez des professionnels sur des territoires de ce type, la question de fond, c'est comment faire vivre la mixité sociale dans ce type de territoire, pour qu'on ne se retrouve pas dans des enjeux d'appropriation, dans des enjeux conflictuels entre des classes sociales différentes. On l'a vu il y a 20-25 ans, quand la gentrification se mettait en marche. Par exemple, il y avait dans certaines associations de parents d'élèves qui étaient plutôt occupées par des parents issus plutôt de la classe populaire, se faire évincer
par des personnes plutôt issues de classes moyennes, maîtrisant, voire aisées, maîtrisant les codes scolaires, et donc engendrant des rapports avec l'école qui ont été différents du fait de cette connaissance des codes scolaires, etc. Et donc, tous les enjeux pour les structures associatives et donc pour les missions que vous aurez à mener dans l'avenir, c'est comment accompagner ces habitants, qui sont avant tout des citoyens, comment les accompagner pour qu'ils puissent partager l'espace et qu'ils puissent coopérer ensemble pour le bien-être d'un territoire. Du coup, personnellement, j'aurais tendance à penser que ça doit être une démarche effectuée à différentes échelles. C'est une démarche qui doit être effectuée aux différentes générations, plus précisément. Ça va être un travail à effectuer sur les jeunes générations pour qu'ils puissent grandir avec cette image-là de la coopération et du partage de l'espace avec toute catégorie de population, toute catégorie socio-professionnelle également. Et on va aussi avoir du coup des démarches à faire au niveau du coup des générations plus âgées pour que ces premières démarches du coup sur les populations plus jeunes soient acceptées et soient bien vues. Donc comme démarche du coup pour les populations plus jeunes, on pourra avoir des coopérations interécoles. Il y a des écoles privées qui existent, donc qu'elles soient bonnes ou mauvaises, là n'est pas la question. Ce qui va être intéressant, ça va être de les confronter avec les écoles publiques, mais d'avoir du coup des coopérations, des participations pour permettre du coup que ce soit quand même une mixité, de ne pas avoir deux mondes différents. On va aussi essayer d'avoir des projets inter-écoles, même publics. Je sais que par exemple dans mon cas, j'avais dans ma ville 3 écoles primaires différentes et les catégories de population qui les fréquentaient étaient différentes. À travers les différentes partenariats qu'on a pu faire inter-écoles, on avait bien plus de mixité, ce qui a permis au collège une fusion, une mixité qui s'est très bien passée, une très bonne intégration. Donc je pense que ça doit passer par là, et ça doit aussi passer par du coup l'éducation, ou en tout cas l'apprentissage des générations plus âgées sur ce plan d'assimilation. Je vais compléter ce que vient de dire mon collègue Marwan. De même, je pense que ça doit se faire en complément sur plusieurs aspects. Donc Marwan vient de nous parler essentiellement de la sensibilisation qui est super importante. Mais moi je pense, et j'ai tendance à un peu souvent ramener ça à des institutions qui sont comme l'État. Parce qu'on peut prendre par exemple le fait que normalement il y a un quota d'HLM à avoir dans les villes pour maintenir une mixité, et s'il n'est pas respecté, il y a des amendes. Par exemple, près de chez moi, il y a la ville de Puteaux qui préfère ne pas respecter ce quota et payer parce qu'ils ne veulent pas une mixité. Et je pense que la réglementation là-dessus devrait être plus stricte et plus ferme pour pas qu'il y ait une exclusion de la population populaire par certaines villes qui veulent garder un statut bourgeois en refusant ce quota, notamment de HLM, et aussi du coup maintenir un certain blocage des prix pour éviter justement une gentrification qui exclurait une bonne partie de la population. Voilà. Merci. Moi je trouve, pour faire lien avec aussi notre cursus qui est carrière sociale mais en parcours animation, justement, je pense que c'est hyper intéressant dans notre métier de faire justement de l'animation de rue pour pouvoir régler cette problématique en allant directement en fait au problème, et d'aller dans la rue. C'est là où les gens sont, selon moi, sont naturels, et en fait de les prendre dans ce milieu-là. On peut prendre tout type de personnes et justement proposer des activités pour justement regrouper tout le monde ensemble. Je trouve que du coup c'est une bonne solution pour régler cette problématique en allant directement dans la rue, en allant vers les habitants. Voilà. D'accord, très bien, merci. Et je vous propose de jeter un coup d'œil sur les travaux de Olivier Amand, qui est biologiste et donc qui a travaillé sur les questions environnementales notamment, en mettant en exergue l'importance de sortir de l'efficacité, de l'efficience, etc., pour s'inscrire plutôt dans une notion qu'il appelait la robustesse,
Cette notion renvoie à l'idée de la souplesse dans la démarche et puis à l'idée de la coopération. C'est-à-dire que donc ce biologiste-là a écrit en même temps toute une réflexion sur la question éducative, hein, et donc il rappelait l'importance de la coopération. Et je pense que lorsque vous êtes dans des territoires où il y a de la mixité, mais qui n'est pas en réalité mise en œuvre, hein, parce qu'on pense que si on met des maisons à côté des immeubles, la mixité va s'opérer. Or, elle ne s'opère pas de cette manière-là. Ceux qui ont des maisons vont plutôt aller inscrire leurs enfants dans une école privée, et ceux qui sont dans des immeubles de logements sociaux vont inscrire leurs enfants dans une école publique. Hein. Et donc l'idée, c'est de se sortir de ces démarches compétitives, hein, d'appropriation d'espace, etc., pour rentrer plutôt dans une démarche coopérative. Donc lui, c'est ce qu'il dit, c'est sortir du paradigme de l'efficacité et de l'efficience pour rentrer dans le paradigme de la robustesse. Voilà, merci, je vous laisse conclure. Très bien dit. Et voilà, notre épisode spécial dédié à la marche exploratoire touche à sa fin. Nous espérons que ce voyage sonore vous a permis de mieux comprendre les multiples facettes de ce quartier unique. Nous avons parlé de gentrification, de stéréotypes et de cette notion de village qui fait de Charonne-Réunion bien plus qu'un simple lieu sur une carte, un espace de vie riche de son histoire et de ses dynamiques. Un grand merci à toutes les personnes qui ont partagé leurs témoignages et leurs points de vue, ainsi qu'à vous, auditeurs, pour votre écoute et votre curiosité. Sur Radio Charonne, on continue à vous donner rendez-vous pour explorer les quartiers, dialoguer sur les enjeux urbains et raconter les histoires qui font vibrer le 20e arrondissement. Alors restez à l'écoute et n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. A très bientôt pour un nouvel épisode sur Radio Charonne. Prenez soin de vous et surtout, prenez le temps d'explorer ce qui vous entoure. À bientôt sur Radio Charonne. À bientôt.